Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, un peu spécifique ce soir puisque nous avons la joie d'accueillir le prix Orange du livre 2020. C'est une soirée consacrée aux 5 finalistes. Nous avons la joie d'avoir Karine Papillot qui est journaliste littéraire qui va orchestrer de main de maître cette soirée, cette rencontre. Nous avons aussi l'honneur d'avoir Jean-Christophe Ruffin qui est le président du jury. Avant de vous laisser la main pour discuter entre vous, je rappelle aux participants qui peuvent poser des questions aux auteurs par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser en bas et je me ferai un plaisir de poser les questions à la fin de la rencontre. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Nathalie. Donc nous sommes là parce que le Covid nous a obligés à organiser, à inventer un nouveau type de rendez-vous et un endroit où aller était le bon endroit où aller justement. Donc nous allons faire la connaissance des 5 candidats au prix Orange du livre 2020, le prix Orange du livre de la Fondation Orange. Nous avons une petite heure pour découvrir les 5 livres afin d'affiner le vote qui sera possible jusqu'à demain soir minuit, c'est-à-dire jusqu'au 2 juillet minuit. C'est-à-dire que le 3 à 0h01, ça ne fonctionnera pas. Je rappelle que le jury est composé de 6 auteurs, donc Natacha Apana, Jeanne Benhammer, Miguel Bonnefoy, Clarisse Goloroff, Jean-Baptiste Maudet, qui était le lauréat 2019, 2 libraires, Grégoire Courtois, qui est libraire à Auxerre, et Pierre Maurice, qui est libraire à Gif-sur-Yvette. Il y a 7 lecteurs également, et exactement. Aurélien Rivon, Géraldine Fiorini, Marc M, Christine Poussineau, Marie-Gabrielle Possel, Anna Essaïd et Bernard Letellier. Nous avons la chance d'avoir Jean-Christophe Ruffin qui va devoir s'absenter pour aller enregistrer une émission et qui est le président du prix Orange du livre de la Fondation Orange. Il est avec nous, Jean-Christophe. Vous êtes un tout petit peu responsable de cette sélection? Oui, tout petit peu, hein, parce que le président n'est pas là pour intervenir de façon directive, mais pour laisser 1000 fleurs s'épanouir. Hein. Alors, cette année, c'était particulièrement difficile parce qu'on a ce virtuel-là. C'était un prix 2.0. Alors, je sais bien que c'est le prix Orange, on devrait s'en féliciter, mais enfin, c'est vrai qu'on regrette un petit peu la belle époque des rencontres directes et j'espère que voilà, on pourra au moins au moment de la remise du livre, du prix, je veux dire, se retrouver tous en chair et en os. Voilà. Mais ça a été en même temps possible, heureusement, avec ces technologies diaboliques, voilà, et on a pu finalement avoir une discussion tout à fait approfondie. Bien. Que pensez-vous de cette sélection? Enfin, évidemment, c'est un peu compliqué de vous prononcer. Vous avez un devoir de réserve, mais qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Déjà, avant la sélection, je dois dire que le choix qui nous a été proposé, enfin, qui est énorme d'ailleurs, hein, puisqu'on est parti d'une cinquantaine de livres, peut-être même un peu plus. Hein. Tous ceux qui avaient été, même pas sélectionnés, enfin reçus cette année, donc conformément au règlement, c'est-à-dire entre le 1er janvier et fin mars, tous ces livres étaient passionnants. Il y avait vraiment des choses extraordinaires. Et c'est toujours très compliqué d'arriver à faire entrer tout ça dans une petite boîte de 5 livres. Il y a forcément des déceptions. Les débats d'ailleurs ont été assez animés parce que certains ont défendu, j'allais dire jusqu'au bout, et avec des regrets, ce que je peux comprendre. Moi-même, j'avais des livres qui n'ont pas été retenus. Donc voilà, bon, en tout cas, on avait abondance, j'allais dire, de qualité. Et nécessairement, évidemment, cette qualité se retrouve dans les 5 livres qui ont été sélectionnés. Avec une vraie pluralité de tons, d'histoires, je ne vais pas dire de genre, parce que de toute façon, ce sont des livres de littérature blanche, mais vous avez fait des choix quand même assez éclectiques qui reflètent une littérature française très, très vivante. Oui, avec des sensibilités différentes. C'est vrai qu'on a... le jury a été assez sensible à la dimension de fiction, la dimension finalement un peu, si vous voulez, donner une sorte de récompense ou de primauté à l'imaginaire et à la construction d'intrigues avec de vrais personnages, des cadres
amples, des livres ambitieux. Voilà, mais en même temps, c'est assez divers, hein, parce que finalement, on a un petit peu de tout. Et enfin, ça représente une palette assez large, hein, d'ouvrages et de genres, comme vous dites, même si ce sont tous évidemment des romans de littérature générale. Voilà, avec des dimensions historiques pour plusieurs d'entre eux, hein, qui ont séduit beaucoup les jurés, des dimensions d'histoire littéraire, hein, notamment, je pense évidemment à Alain Blottière qui est parmi nous, qui parlera tout à l'heure de son livre. Voilà, enfin, quelque chose de très divers, puis parfois des surprises, hein, notamment le livre le Répondeur, là, qui nous a beaucoup surpris, amusé. Voilà. Donc, vraiment une grande diversité, beaucoup de plaisir, et je pense que le choix, là, va être encore plus difficile parmi ces 5 livres, parce qu'on a envie de les couronner tous, et qu'il va malheureusement falloir en choisir un seul. Oui, mais là, l'avantage du prix Orange, c'est que cette difficulté-là vous est épargnée puisqu'elle appartient aux internautes désormais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On est bien content d'ailleurs de se Voilà. décharger de ce. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie, paraît-il. Mais voilà, ouais, que le meilleur gagne. C'est d'ailleurs intéressant de voir si les goûts des internautes rencontreront ceux du jury. On verra. Enfin, en tout cas, le choix est large et je pense que tout le monde pourra trouver son plaisir et son bonheur. Alors, moi, je m'aperçois qu'il faut aussi déconnecter les messages. Je vous invite à faire la même chose pour éviter les bruits intempestifs. Alors, Jean-Christophe, on va commencer. On va donner la parole à ces 5 auteurs que vous avez sélectionnés dans la douleur, comme nous l'avons compris. La douleur et le plaisir aussi. Oui, voilà. Alors, je vais commencer. On va faire par ordre alphabétique. C'est beaucoup plus simple. Et là, vous me voyez venir, Luc Blanc-Villain, avec Le Répondeur, publié aux éditions Quidam Éditeur. Je vais vous demander de nous dire brièvement, je vais demander à chacun de nous dire brièvement de quoi il s'agit dans son livre, puisque nos spectateurs, nos internautes lecteurs ne vous ont pas forcément tous lu. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est troublant parce que j'ai l'impression de vous regarder à la télé et de parler à mon écran, donc ça rappelle le bon vieux temps du confinement. Moi, c'est un livre qui a un parti pris de comédie dès le départ. C'est parti d'une idée complètement incongrue et invraisemblable, qui est que un auteur plutôt célèbre décide de confier son téléphone à un jeune homme qui est imitateur, qui n'a aucun succès d'ailleurs. Il a 25 spectateurs. Et en lui demandant d'imiter sa voix pour répondre à sa place au téléphone, pour le débarrasser de son moi social, de sa vie, afin que lui puisse écrire tranquillement son livre qu'il considère comme le plus important. Et à partir de là, on part sur le genre, j'aime bien l'idée de genre, de la comédie de situation et avec l'idée quand même peut-être aussi d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Dont on reparlera tout à l'heure. Il a du talent quand même, cet imitateur qui n'a pas de succès. Oui, mais vous savez, c'est fréquent. Absolument. Alain Blottière, vous publiez Azur Noir chez Gallimard, qui est d'abord l'histoire d'un lieu, la rue Nicolet à Paris, où votre personnage emménage avec sa mère un été brûlant. Je vais commencer le résumé. Que se passe-t-il ? Je dois continuer, moi. Oui. Eh bien, il s'aperçoit, le jeune Léo, qui donc emménage avec sa mère au 14 rue Nicolet, il s'aperçoit un peu par hasard qu'en fait, il a emménagé dans l'appartement où, je vais faire court, où Rimbaud et Verlaine se sont rencontrés pour la première fois et ont vécu ensemble pendant quelques semaines. Et donc, s'apercevant de cela, en même temps, nous sommes dans une canicule extrême, un peu une canicule de fin du monde, une canicule qu'on n'a pas encore connue, c'est vraiment très, très, très chaud. C'est la fin du monde qui arrive. Enfin, en tout cas, c'est ce que Léo pense, le personnage. Et il va se réfugier petit à petit, peu à peu, et de plus en plus, dans l'univers de Rimbaud et de Verlaine, en reconstituant ce qui s'est passé pendant le séjour de Rimbaud à Paris. Il était à Paris de l'automne 71 au printemps 72. Il va reconstituer ce séjour
et y trouver une sorte de refuge dans la mesure où c'est un Paris qui est en construction. Ce sont les travaux, la fin des travaux d'Haussmann. Paris est en chantier et il reconstitue un Paris en fait en chantier, un pays, un Paris qui est un Paris riche d'avenir, alors que le Paris où il vit est plutôt un Paris de fin du monde. Et en même temps, il reconstitue donc tout ce séjour de Rimbaud et cet amour de Rimbaud et de Verlaine qu'ils vont connaître à ce moment-là. Un Paris contemporain de début de siècle qui en fait ressemble à une décadence, alors que le siècle de Verlaine et Rimbaud était la promesse d'une efflorescence culturelle et littéraire extrêmement vivace, qui est assez paradoxale d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Merci Alain Blottière. Caroline Laurent, le rivage de la colère, publié aux éditions des Escales. Caroline, de quoi s'agit-il ? Alors, Rivage de la colère, c'est un roman vrai qui est relié à mon histoire personnelle et familiale et que j'ai conçu comme une tragédie insulaire, on pourrait même dire une tragédie tropicale. Il se trouve que ma mère est mauricienne, je suis moi-même franco-mauricienne et je porte en moi ce morceau d'océan Indien. Et l'île Maurice a été sous domination britannique pendant près de 160 ans, jusqu'en 1968, année de son indépendance. Et l'indépendance a été acquise à la suite d'un référendum. Sauf que les Mauriciens ignoraient qu'il y avait des tractations secrètes entre d'un côté le gouvernement britannique et de l'autre le futur pouvoir mauricien, et que ces tractations avaient pour enjeu un archipel du bout du monde, autrefois rattaché à Maurice, qui s'appelle l'archipel des Chagos et qui se trouve dans l'océan Indien, vraiment au sud des Maldives. Et les Anglais voulaient en réalité conserver cet archipel extrêmement stratégique pour louer l'île principale, qui s'appelle Diego Garcia, aux Américains, afin que les Américains y montent une base militaire. Encore une fois, on était en pleine guerre froide, donc c'était à portée de missiles de l'Afghanistan, du Vietnam et de l'Orient. Et le problème, c'est qu'il y avait une population autochtone sur cet archipel des Chagos, une population qui était composée de descendants d'esclaves malgaches, donc des gens noirs, des gens qui vivaient très simplement de la pêche, de la noix de coco, qui étaient analphabètes et qui ont été littéralement déportés dans des conditions abominables pour faire place nette. Et cette histoire-là aurait pu s'arrêter à cette dimension tragique, mais moi, ce qui m'a touchée, ce qui me porte, c'est que c'est un formidable chant d'espoir parce que ce peuple chagossien qui n'avait rien et qui n'a toujours rien, depuis 50 ans, se bat pour pouvoir retourner sur ses terres, sur la terre de ses ancêtres. Et il se trouve qu'au-delà on pourrait dire de cette réécriture un peu de la parabole de David contre Goliath, eh bien, il y a une dimension intime puisque ma mère a eu la chance de vivre aux Chagos. Elle a pu y vivre avant que les îles soient vendues et avant que les îles soient transformées en enfer militaire. Et elle m'a toujours raconté cette histoire avec beaucoup d'émotion. Et ce livre, pour moi, c'est une manière aussi de lui rendre hommage et de lui restituer un morceau de son enfance. Voilà. Sans parler d'elle. Sans jamais parler d'elle, hormis dans l'épilogue. Mais oui, absolument. Oui, voilà. Hormis dans l'épilogue, la postface. Dans la postface. Oui. Merci Caroline. Florent Oiseau, Magnolia aux éditions, que vous publiez aux éditions Alary. On va parler d'Alain surtout, peut-être. Pas seulement, on va parler d'Alain, de Michel et de Rico. Ouais, c'est l'histoire d'un acteur d'une quarantaine d'années qui n'a eu qu'un seul rôle, celui de cadavre dans une série de l'été. Donc il a une carrière qui est loin d'être flamboyante et donc il tourne assez peu, sinon en rond. Et la seule chose qui vient un petit peu bousculer son quotidien, ce sont ses visites hebdomadaires, donc dans un EHPAD, donc les Magnolias, où donc il va voir sa grand-mère qui s'éteint de jour en jour. Et à force de passer du temps avec elle, il va se rendre compte que la vie qu'il lui prêtait n'est pas forcément celle qu'elle a eue. Et évidemment, en filigrane, comme dans un petit peu tous mes livres, parce que c'est ça qui m'anime, c'est l'histoire d'une l'errance de ce personnage-là, mais aussi de ceux qui gravitent autour de lui. Derrière chaque vieille dame sommeille une danseuse de cabaret. Dites-vous dans votre livre. C'est compliqué de découvrir la vie de ses proches
quand on a un lien de parenté avec eux, quand ils sont nos Mais aînés. surtout avec l'imaginaire un petit peu qu'on peut se faire de nos aïeux et d'une grand-mère qu'on imagine forcément en blouse en train de préparer des tourtes. Et c'est parfois plus subtil et plus compliqué que ça. Merci Florent Oiseau. Guillaume Cyr, Avant la longue flamme rouge, publié aux éditions Calman Lévy. Alors là, on est dans un livre qui renoue aussi, comme à l'instar de Caroline Laurent, vous avez eu la démarche d'une enquête historique au départ, avant l'écriture de ce roman. Oui, enfin, historique, pas tant que ça. D'abord, c'est vrai que comme Caroline Laurent, c'est tiré, comme on dit, c'est un bon verbe d'ailleurs, tiré d'une histoire vraie, parce que en bas de chez moi, à Montréal, j'ai rencontré en 2002 ou 2002-2003, un homme qui avait survécu à la guerre civile du Cambodge, c'est-à-dire juste avant la prise de pouvoir par les Khmers rouges. Et qui en gros a ravagé le Cambodge entre 1969 et 1975. Et cet homme-là, qui est encore en vie, je crois, avait pris 4 balles dans le corps et 20 éclats d'obus. Il m'a raconté sa vie. On voyait les traces des balles, dont une dans la tête. Enfin bon, évidemment, il est marqué, mais il avait encore beaucoup de choses à dire. Et il m'a raconté ce moment-là. Et donc, plutôt qu'une enquête historique, c'était surtout une enquête sur ce qu'on peut vivre dans un moment. Donc, Sarah Vout a un monde intérieur très riche, qu'il appelle le royaume intérieur, qui est un monde qu'il s'est construit, comme beaucoup d'enfants. Et le monde réel, autour de lui, il appelle ça l'empire extérieur. Donc, il est dans ce monde-là, dans cet aller-retour entre l'empire et le royaume, quand survient la guerre civile, et qu'elle le projette dans l'horreur, puisque du jour au lendemain, il perd ses parents. Il n'est pas sûr que ses parents sont morts. Lui-même a été blessé. Il les cherche. Et avec lui, on va les chercher et voir ce qu'une guerre civile fait au monde extérieur, à l'empire extérieur, c'est-à-dire au réel, mais aussi au psychologique, au personnel, à l'intime, au corps aussi. Et donc, l'idée, c'est de vivre avec lui et la recherche de ses parents, et la guerre civile extérieure, mais aussi la guerre intime et intérieure. Et donc, c'est moins une enquête, ou en tout cas tout autant une enquête psychologique qu'une enquête historique sur Oui. le sort de ce petit bonhomme dans cette guerre. Qui grandit. On reviendra sur cette histoire de rapport entre intérieur et extérieur, de royaume intérieur, notamment avec Alain Blotière, dont le héros, Léo, a un rapport de construction par rapport à la poésie et au réel qui est intéressant, qui passe par une cécité hystérique dont vous parlez, enfin, on verra tout à l'heure. Dans un premier temps, j'aimerais vous demander à tous d'où vient votre histoire. Alors, Caroline, vous nous avez dit, je vais commencer par vous, parce que vous nous avez expliqué le contexte, mais vous avez inventé des personnages. Vous êtes sorti de votre histoire personnelle pour extrapoler dans un vrai roman. Comment ce roman s'est mis en place, comment il a pris forme, comment il a pris couleur et comment il a pris cette direction à partir de l'idée qui vous est venue au départ. C'est une question pour vous tous, mais je la pose d'abord à Caroline. Alors, comme je le disais, effectivement, la matière première de cette histoire me vient de la mémoire maternelle, les souvenirs qu'elle me raconte depuis des années. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler de l'archipel des Chagos, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Donc, c'est vraiment une histoire qui me hante depuis des années. Mais très vite, j'ai compris que les souvenirs de ma mère seraient insuffisants. Déjà parce qu'elle a vécu là-bas à l'adolescence, qu'elle a recomposé forcément cette histoire et ses souvenirs, et que j'avais une forme de devoir de vérité par rapport au lecteur, puisque j'allais raconter une histoire authentique, que j'allais ensuite bien sûr romancer. Et ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je me suis mise en relation avec les résistants chagossiens, lesquels sont toujours à l'île Maurice aujourd'hui, continuent de se battre. Et j'ai rencontré leur leader, qui s'appelle Olivier Bancou, et qui m'a à la fois raconté son histoire, l'histoire de sa mère, de sa famille, mais qui m'a aussi ouvert les archives des Chagossiens à l'île Maurice. Donc, je suis partie là-bas. J'ai épluché des centaines de documents, de photographies d'époque, de témoignages, et j'ai interrogé les Chagossiens qui vivent toujours à Maurice. Donc, c'était une matière vivante extraordinaire.
Et pour aller plus loin avec eux, je me suis rendue à la Cour internationale de justice, à La Haye, aux Pays-Bas, puisqu'ils avaient un grand procès qui les opposait à la couronne d'Angleterre. Donc j'étais 2018, c'est ça? Voilà, en 2018, avec eux dans l'enceinte de ce tribunal si symbolique, si fort et si impressionnant, je dois dire. Et tout ça a constitué la grande première partie de la réflexion romanesque. Mais comme souvent, il faut après digérer ces informations. Il s'agissait en aucun cas de les recracher telles quelles. Il fallait presque oublier la documentation que j'avais, la passer au tamis de l'imaginaire. Et c'est à ce moment-là que les personnages de fiction, eux, sont arrivés. Donc, une femme, chagossienne, qui est née d'une image pour moi. Elle s'appelle Marie-Pierre Ladouceur. Ça, c'est un nom créole que j'ai trouvé dans les archives, un vrai nom. Et cette femme, je l'ai vue accompagnée d'une petite fille et pieds nus. Voilà, c'était la silhouette qui s'est imposée à moi immédiatement. Et face à elle, eh bien, c'est un jeune homme, plus jeune qu'elle d'ailleurs, mauricien, Gabriel Némorin, qui est issu des classes bourgeoises de l'île Maurice et qui, lui, m'a été en partie inspiré par des membres de ma famille, en réalité, des grands-parents. Et c'est en mélangeant à la fois la documentation et cette part d'imaginaire que petit à petit le roman s'est construit en employant véritablement le chemin de la tragédie classique. C'était pour moi la structure, la forme qui s'est imposée. Il y a 5 parties dans le livre, comme 5 actes. Il y a un jeu sur les motifs et les leitmotifs qu'on retrouve tout au long du roman. Et c'était une façon pour moi aussi de conduire une intrigue et de raconter à hauteur d'hommes et de femmes une histoire qui, elle, évidemment, s'inscrit dans le cadre de la décolonisation. Merci Caroline. Alain, il y a aussi, comment c'est fabriqué chez vous, la fusion, confusion entre le réel et l'imaginaire poétique de votre héros et d'où vient cette idée très ambitieuse, cette idée d'une construction très ambitieuse? Moi, je n'ai pas trouvé ça spécialement compliqué. C'est venu un peu comme ça, en fait. Donc, tout simplement, ce garçon, donc, qui en plus pense devenir aveugle, petit à petit, s'aperçoit que cette cécité hystérique, comme elle est diagnostiquée, c'est-à-dire une cécité sans cause organique, est peut-être liée au fait que il devient aveugle parce qu'il veut voir autre chose que la réalité. Ben c'est quand même, pardon de vous couper, mais quelqu'un qui est obsédé par celui qu'on appelait le voyant et qui devient aveugle, ne dis pas que c'est un effet de hasard. Ben, si je vous dis que c'est un effet de hasard, parce que c'est pas un effet de hasard. Les choses arrivent un peu comme ça, en fait. Je me pose pas énormément de questions très intellectuelles quand j'écris un livre. Les choses arrivent un peu spontanément. Et là, ce qui n'était pas spontané, c'est que je voulais, dans ce livre, revenir à Rimbaud. Parce que Rimbaud était déjà le personnage de mon premier roman. Oui. Je suis 8e ou 9e, je ne sais plus. Et donc, je voulais revenir à Rimbaud. C'était aussi une date anniversaire de mon premier roman. Et comment revenir à Rimbaud, non pas justement uniquement historique, mais d'une manière actuelle. Donc, j'ai pensé, c'est pas la première fois que je le fais dans mes livres, j'ai pensé tout simplement à un personnage qui serait un vecteur, un peu un personnage d'aujourd'hui, un adolescent qui a le même âge que Rimbaud à cette époque, en 1972, donc il a 17 ans, un personnage donc, qui commence à reconstituer la vie de Rimbaud tout simplement parce que il habite d'abord l'endroit par miracle, il habite l'endroit où Rimbaud et Verlaine se sont aimés. Donc, il voit des fantômes. D'abord, ce sont des espèces de bruits qu'il entend, des choses qui le portent 150 ans plus tôt. Et puis, petit à petit, il fait aussi des recherches. C'est pour ça que c'est pas spécialement onirique. C'est plus historique, onirique, en fait, puisqu'il va chercher les renseignements. Il va les chercher sur Internet, il va les chercher auprès d'historiens de Rimbaud, il va chercher les éléments qui lui permettent de reconstituer très précisément ce séjour de Rimbaud et cet amour de Rimbaud et de Verlaine. Alors, ce ne sont pas que des reconstitutions historiques,
Non. Puisqu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que lui imagine. Par exemple, l'exemple le plus frappant peut-être est la nature des ébats amoureux entre les deux poètes. Quels étaient-ils? On n'en sait rien, mais lui imagine des scènes d'amour entre les deux, d'une façon peut-être qui répond à ses propres fantasmes, son propre imaginaire. En même temps, il lui arrive des choses dans la vraie vie, hein, il lui arrive des choses avec une copine, avec un vieux voisin mourant, avec un professeur de lettres. Il lui arrive des choses qui sont évidemment qui répondent toujours à ce qu'il voit de ce temps perdu, de ce temps passé. Et en même temps, il s'y réfugie de plus en plus parce que tout ce qu'il vit dans la réalité, finalement, est décevant par rapport à ce qu'il reconstitue. Et en fait, il amène le réel à ressembler à ce qu'il vit dans son monde intérieur, un peu comme on en reparlera avec Guillaume Cyr, en effet. Enfin, je ne me trompe pas. Hein, non, non. En fait, c'est vrai qu'à un moment, parfois, les deux se confondent. Les deux, la vraie vie et la vie reconstituée, imaginée, finissent par se confondre. Et puis, en même temps, il est comme infusé par la personnalité de Rimbaud en lui. Et soudain, il devient comme un peu magnétique. Tout le monde devient amoureux de lui. Fusion, infusion, confusion, mais on est toujours sur une même racine, en tout cas. Voilà. On va continuer à en parler justement plus précisément. Alors, Luc Blanc-Villain, vous, en revanche, c'est une fiction qui n'a rien à voir avec vous, ou alors vous avez des talents d'imitateur que vous nous cachiez depuis tant de livres, puisque c'est votre deuxième roman pour adultes, mais vous avez écrit plus d'une vingtaine de romans pour enfants. C'est un personnage qui est très loin de vous ou très loin d'une réalité historique, ce Baptiste, cette histoire. Alors oui et non, parce que oui, au plan réaliste, effectivement, je n'ai aucun talent d'imitateur, non, même pas. Mais je serais plutôt assez proche de l'autre, de celui qui veut se débarrasser de son téléphone. Oui. Voilà, moi, c'est plutôt une espèce de peur de cette communication permanente, obligatoire, que je ressens comme ça, évidemment. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Mais j'ai l'impression que on a un besoin j'ai un besoin de silence, de calme. Moi, je suis plutôt à l'aise dans l'écrit, dans les livres. Et donc, il y a quand même une grande part autobiographique dans ce fantasme de se débarrasser de l'instrument de communication immédiate. Et alors, c'est venu comment cette histoire, justement? C'est votre fantasme, votre ras-le-bol d'une technologie envahissante qui vous a donné l'envie de raconter cette histoire-là de cette manière-là? Alors oui, je crois que c'est un peu, je me suis souvenu un peu de premier cours de philo où on parlait de l'étonnement, c'est-à-dire le fait de tout à coup constater que quelque chose qui est présent dans le paysage, finalement, d'abord, n'y a pas toujours été, en l'occurrence le téléphone portable, moi je suis vraiment de l'époque d'avant, et que c'est devenu une évidence, ça va de soi. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup quand même dans l'écriture, c'est d'essayer de rendre problématique ce qui a l'air d'aller de soi. Et donc, de voir tout le monde tout le temps avec son téléphone, ça produit une sorte de réaction imaginaire, un peu mystérieuse, mais donc d'imaginer cette situation. Et ça m'a fourni un biais après pour parler je pense, de beaucoup de choses. J'entendais parler à chaque fois des autres invités, j'écoutais avec intérêt, qui parlent à chaque fois du monde imaginaire, du monde réel, du monde intérieur, du monde extérieur. Et je crois que c'est ces questions-là qui nous préoccupent. Et effectivement, ici, par le biais de l'imitation de la vie d'un autre, en fait, mon personnage, Baptiste, lui, va accéder à son intériorité. C'est-à-dire qu'il va passer par l'imitation pour arriver à lui-même. Et ça me semble être la démarche de l'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain, le romancier en tout cas, c'est celui qui imite. Par l'écriture, par la mimésis, il imite quelque chose, il imite le monde réel, mais la finalité quand même, c'est à la fois de se comprendre et puis d'essayer de permettre aux autres aussi de se comprendre.
Florent Oiseau, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Luc Blanc-Villain sur la mimésis, justement, avant de nous raconter d'où viennent les magnolias? Non, non, mais moi je suis assez d'accord aussi. C'est une vision que je partage. En ce qui me concerne, moi je fais jamais vraiment exprès d'écrire un livre. C'est toujours un heureux hasard. J'ai pas de schéma. J'ai pas pareil. J'intellectualise pas tellement la manière dont je vais construire le livre. J'ai seulement besoin d'un truc. Moi, c'est un cadre ou un décor. Et ensuite, je brode autour. Et là, en l'occurrence, moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu à me rendre dans une maison de retraite assez fréquemment. Et je me suis assez vite rendu compte, je pense qu'il existe assez peu, en fait, de décors aussi romanesques qu'une maison de retraite, parce qu'on a tous les ingrédients nécessaires à l'écriture d'un livre. Alors après, c'est l'écrivain qui fait en sorte que le livre soit bon ou pas, mais il y a à la fois énormément de joie, des petites, des grandes. Il y a des drames. Je pense que c'est le seul endroit au monde où la perte d'une écharpe peut parfois causer plus de chagrin que la perte d'un fils. Les émotions se mélangent. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absurde. Et moi, ça m'amuse et c'est ce qui me plaît quand j'écris. Donc, j'ai choisi ce décor-là et ensuite, j'ai brodé au fur et à mesure de l'écriture, sans jamais trop savoir où j'allais d'une ligne à la suivante. Et je suis content de ça, en définitive. On reviendra aussi sur le point commun qu'il y a entre les livres entre votre livre et celui de Luc, qui est le choix d'un artiste un peu laborieux, on va dire. Qui c'est pas anodin. Il faudra que vous nous en parliez tout à l'heure. Guillaume, vous nous avez raconté l'histoire qui vous a donné l'envie de raconter ce rapport intérieur-extérieur et puis sur cette toile historique. Mais comment avez-vous réussi à vous extirper, puisque le personnage vous l'avez rencontré, vous extirper justement de ce qu'il a été pour vous l'approprier et inventer votre Sarrabout? Alors, il a fallu du temps. En fait, moi, j'entendais certains qui disaient que c'était pas difficile et tout. Moi, en fait, je l'ai raté plein de fois, ce roman. Donc, il a fallu aussi que je le rate. Il a fallu aussi que je puisse travailler un jour finalement avec une éditrice qui me faisait confiance, qui s'appelle Lisa Liotto. Il a fallu beaucoup de choses parce que c'était compliqué. En fait, parler de la guerre... quand on l'a pas vécu et d'une guerre civile chaotique, c'est très compliqué parce que soit ça devient un roman historique, encyclopédique, ou quand ça claque derrière des palmiers, vous dites c'est les rouges ou les bleus qui tirent, alors qu'en vrai dans une guerre, quand ça claque derrière des palmiers, vous barrez en courant et vous n'allez pas voir qui tire. Donc c'est pas, on quitte le roman un peu quand on fait ça, enfin où ça devient aussi historique et d'abord historique peut-être. Soit ça devient le pathos complet, donc tout le monde pleure tout le temps parce que c'est horrible ce qu'ils vivent, et pourtant, quand la guerre civile dure 6 ans, il y a des moments où on rigole, il y a des moments où on mange, il y a des moments où on dort, il y a des moments légers aussi. La légèreté trouve toujours sa place quand même, ce qui est un miracle absolu, mais qui est la charge du romancier. Ou alors on est dans le film américain, on a presque envie d'y être, on se dit que la guerre c'est génial, ce qui est terrible aussi. Et donc c'était compliqué de trouver un équilibre. De trouver aussi à me détacher de ce personnage-là. J'ai eu besoin de l'avoir quitté pendant longtemps aussi pour un jour décider de réinventer sa vie à partir des lignes narratives et donc de me mettre au service de sa vie, mais d'écrire quand même un roman à partir de sa vie, qui n'était pas sa vie, qui n'était pas un récit. Tout ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'erreurs qui ont tous été payantes, qui ont toutes payé, mais qui ont toutes été aussi... des erreurs qui me coûtaient cher et il fallait trouver une langue aussi, il fallait trouver un point dans lequel j'étais pas seul, où le lecteur venait aussi avec moi et donc un équilibre, un flottement aussi qui était le bon flottement pour dire ce que je voulais dire. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup aimé quand Luc Blanc-Villain a dit que
on rendait problématique ce qui n'était pas forcément. En fait, moi, je ne crois pas beaucoup aux romans à thèse, qui ont un message, qui ont à faire passer, ou une idée à dire. Je pense que le roman est là pour poser des problèmes et les mettre en scène, et des problèmes qui n'étaient pas forcément évidents a priori, et qui finalement, cette ambiguïté-là, c'est le propre du roman. Tout d'un coup, on voit que personne n'a raison ou tort, que les gens essayent, ont peur, espèrent, etc. Et je crois beaucoup en ça, et en la mise en scène du problème, là où il n'y aura pas de réponse possible, ou en tout cas pas de réponse possible pour tous et pour toujours, et où le roman, du coup, fait sa place aussi en tant que pensée, parce que justement, il décide de ne penser qu'à moitié, quoi, de ne pas penser jusqu'au bout, de penser avec un point d'interrogation à la fin. Et je pense que d'ailleurs, on a probablement ça en commun. Alors là, vous êtes arrêté. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ça, quoi. Est-ce que vous êtes tous les 5, enfin tous les 4, comment réagissez-vous puisque Guillaume convoque votre avis là? Ah bah, moi, je prends la parole, mais je souscris complètement. Et alors, je trouve que la formule trouver le bon flottement, alors ça, c'est génial. C'est exactement ça pour définir l'écriture. Et qu'en pensez-vous alors, Caroline, Florent, Alain? Est-ce que vous Je pense considérez qu'on est effectivement assez proche dans les sensations et dans la vision de la littérature. C'est que c'est le lieu suspendu, la littérature. C'est celui qui s'abstient de tout jugement. Et la tâche du romancier consiste peut-être simplement à montrer ce qui se passe sans commenter derrière, sans ajouter toute une litanie peut-être de réflexion. Et voilà les choses telles qu'elles se passent au niveau des personnages. Et à vous, lecteurs, de juger par vous-même de vos idées, de vos intuitions, quoi. Ça, c'est l'auteur et l'éditrice qui parlent. Sans doute. Florent, Alain? En ce qui me concerne, Caroline vient de parler de mon livre, là, en fait. C'est exactement ça, je n'ai rien à rajouter. Il faut effectivement montrer les choses sans en tirer de thèse ou de leçons, et libre au lecteur de se les faire, ses propres leçons. Et moi, par exemple, on me reproche souvent, ou parfois en tout cas, de faire des fins très ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fin à mes livres. Je laisse au lecteur le soin d'imaginer la fin qu'il veut. Disons que je trace un chemin, comme ça, je montre un chemin. Le lecteur n'est pas forcé de suivre ou de prendre. Donc, je suis totalement d'accord avec tous ceux qui viennent de parler à cet égard. Laurent, il faudrait que vous ne soyez pas d'accord, ça serait intéressant. Non, mais j'allais une palette, mais là, pareil. Moi aussi, on me reproche souvent d'avoir il y a toujours des fins ouvertes. Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que je suis très feignant et que pour avoir une fin tout à fait établie et définie, il faut que tout le roman aille vers cette fin-là. Et moi, comme je calcule rien, il faut quand même que je retombe sur mes pattes. Et comme j'ai pas envie de trop travailler, et ben, j'opte pour la fin ouverte. Et l'autre partie, c'est aussi parce que pareil, j'aime pas trop qu'on me dise quand je regarde un film, quand je lis un livre, c'est comme si, c'est comme ça s'arrête là, tu as toutes tes infos et tu rentres chez toi. J'aime bien aussi pouvoir choisir ma propre fin. Et je trouve que c'est une délicatesse de l'auteur que de laisser une fin ouverte à son lecteur. Et puis, comme je suis feignant, moi, ça m'arrange. On ne vous croit pas trop pour la dernière phrase. Je vais demander à Nathalie, qui est la gardienne de cette rencontre. Nathalie, est-ce que vous avez des questions des participants à ce webinaire? J'ai 2 questions. Une qui est posée à tous les auteurs qui sont là, c'est Élodie qui la pose. Est-ce que vous pourriez ne pas écrire? C'est presque un sujet de philo, ça. Alors, qui se lance? Parce que la nécessité de l'écriture, en fait, c'est ça. Reprenez l'ordre alphabétique. D'accord. Par ordre alphabétique, c'est un peu vache. Alors, Luc, j'obéis à Alain. J'espère que ce n'est pas un souhait qu'elle ne nous demande pas de ne pas écrire. Pourriez-vous ne pas écrire? Non, non. Enfin, moi, ce qui me concerne, non, je ne pourrais pas écrire. J'écris tout le temps, même intérieurement, et je suis presque sûr que tous mes camarades vont dire la même chose. C'est une forme de pathologie,
pas forcément trop méchante, mais je crois que là, c'est quelque chose d'obsessionnel, comme, à mon avis, toutes les pratiques artistiques. Voilà. Alors après, l'autre question, c'est est-ce qu'on pourrait ne pas publier? Mais ça, on le fait aussi. Enfin, moi, je publie une petite partie finalement de ce que j'écris, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, oui, pour moi, c'est une nécessité. Voilà. Qui est apparu quand d'ailleurs, Luc, pour vous? Vers l'âge de 5 ans, Ah oui. vraiment. Oui, oui, oui. J'écrivais avant de savoir écrire. Enfin, oui, j'ai l'impression de venir de là. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Une nécessité ne s'explique pas, je crois. Et vous, Alain, vous êtes le deuxième en liste alphabétique. Oui, et bien, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que il m'est arrivé quand même de rester très très longtemps sans écrire et sans être malheureux. Donc, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous met à l'œuvre alors, pardon, alors? Qu'est-ce qui vous met à l'œuvre d'un… Voilà la bonne question pour moi. Oui. Il faut que quelque chose m'appelle. Oui. Il faut qu'un sujet m'appelle, qu'un personnage m'appelle. Il faut un appel, il faut quelque chose. Et le problème, c'est que si rien ne m'appelle, je ne fais rien, enfin, je n'écris pas. Et je fais d'autres choses, où j'écris des choses qui ne sont pas des romans, par exemple, qui ne sont pas des histoires inventées. J'écris beaucoup comme ça, des choses qu'on me commande d'écrire. Et je n'en suis pas tellement malheureux. Mais le fait est qu'après, quand j'ai cet appel et que je réponds à cet appel, c'est-à-dire que quand j'ai un bon sujet qui me tombe du ciel, il est vrai que je n'ai pas de moment plus heureux dans ma vie que quand je suis content d'une phrase, par exemple. C'est quelque chose d'assez aussi mystérieux parce que j'ai des très beaux moments dans ma vie hors de la littérature, mais ceux-là sont extrêmement denses, intenses. C'est des joies très éphémères, mais très, très, comme une explosion de sentiments très, très intenses. Quand soudain, un peu par miracle, on est content de la musique d'une phrase, ou plutôt de la coïncidence entre la musique de la phrase et l'idée qu'elle porte. Là, ce qui rend très heureux. De l'ordre de l'épiphanie, d'après ce que vous décrivez. Ça doit être ça. Oui. Caroline? Alors, je crois que je vais rejoindre Luc lorsqu'il parle de pathologie, parce qu'entre nous, c'est complètement insensé de rester enfermé dans une chambre face à un ordinateur ou un carnet, de ne pas aller voir ses amis, de ne pas sortir, de ne plus rien faire et de rester seul face à des pages blanches. On est tous un petit peu fous. Mais cette pathologie-là, cette addiction, on pourrait dire, elle devient acceptable pour l'entourage à partir du moment quand même, je crois, où il y a publication. À partir du moment où il y a le regard aussi d'autrui posé sur ce qu'on fait. Quand on écrit pour soi dans le secret un petit peu de l'atelier, on est toujours considéré comme des bêtes curieuses. Hein, ça, bon. Après, pour parler de cette nécessité, je pense qu'on a tous des histoires qui nous conduisent à l'écriture dans l'intimité. Moi, il se trouve que je suis fille unique et que j'ai eu besoin des mots pour me recomposer une famille. C'est sans doute une des raisons. C'est le sentiment aussi que parfois les émotions sont tellement violentes, intenses, qu'elles débordent et qu'il faut peut-être les extérioriser pour ne pas qu'elles nous étouffent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du raz-de-marée contrôlé grâce à l'écriture. Et puis, c'est le moment aussi où une histoire, effectivement, une petite musique nous hante et que plus rien d'autre ne compte. C'est une forme d'égoïsme achevé quand même, l'écriture, parce qu'on sort du monde pour rentrer en soi. Florent, comment répondez-vous à cette question Et ben là, différemment, mais c'est pas pour vous faire plaisir. Moi, je pourrais tout à fait vivre sans. Je ne sacralise pas l'écriture. Elle est même infiniment moins importante que tout un tas de petites choses que j'ai au quotidien. C'est pour moi assez invraisemblable de générer des émotions chez des inconnus, d'avoir eu la chance d'être publié quand on connaît les statistiques assez impitoyables du monde de l'édition. Et je sais qu'un jour, je saurai m'en satisfaire. Et je pense que je viens d'avoir 30 ans, j'ai déjà écrit 3 romans. J'en écrirai encore quelques-uns. Mais je crois que je suis pas loin d'avoir tout dit. Et au bout d'un moment, je sais plus ce qui rejoint l'habitude,
la posture. Je crois que c'est chouette aussi de laisser. C'est très personnel, hein, Oui. que mes compères ne me jugent pas, mais enfin, je dis pas ça contre eux. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi laisser sa place à d'autres. Alors peut-être que j'écrirai pour moi. Je vais pas arrêter. Je vais encore en écrire au moins 1, 2, 3, peut-être 4. Mais étant donné que je ne la sacralise pas, alors pareil, moi aussi, je ressens une émotion folle quand j'ai passé un quart d'heure sur une phrase et que je me dis putain, ça y est, là, elle est bonne, là, elle est comme elle doit être. Et c'est vrai que c'est très valorisant, c'est galvanisant, et en même temps, c'est pas ce qui est le plus important dans ma vie. Et je pense que quand j'aurai atteint peut-être les petits objectifs qui sont encore capables de m'intéresser, je pense que je laisserai ma place aux autres et j'arrêterai d'écrire comme je m'y suis mis, c'est-à-dire sans trop savoir pourquoi et du jour au lendemain. D'accord. Merci Florent. Et Guillaume, l'écriture, cette nécessité pour vous depuis 15 ans? Ah, vous ne bougez pas, Guillaume. Oh là là. Je crois qu'il avait un problème de connexion, Guillaume, non? Est-ce que là, ça fonctionne? Oh, oui, on t'entend. On a un duck face magnifique. Ça y est. C'est bon. Revenu. C'est bon, ça fonctionne? Oui. Oui, alors du coup, j'ai raté un peu la fin de ce que disait Florian, mais je suis à Toulouse, on est mal connecté. Ça doit être ça. Non, moi, écoutez, écrire, moi, je le sacralise pas non plus dans le sens où c'est pas forcément quelque chose que j'adore, mais en revanche, donc je suis un peu d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que, en revanche, je sais pas, comme j'en ai jamais été privé, vous voyez, c'est comme dire à quelqu'un, est-ce que tu adores, est-ce que tu pourrais ne pas voir ou ne pas respirer ou ne pas toucher? Ben, peut-être que je pourrais parce qu'on m'en empêcherait et dans ce cas-là, je me rendrais compte à quel point j'ai de la chance de pouvoir voir, quoi, si demain j'en étais empêché. Et ben, écrire, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je le fais, c'est mon rapport d'être au reste et de le recevoir et de l'entendre et j'imagine pas trop ne pas le faire parce que j'imagine pas trop ne pas voir. Et vous savez quand quelqu'un dit par exemple, quand il y en a certains qui parfois qui disent ah ben cette histoire était tellement géniale que du coup je l'ai écrite, ou alors j'étais tellement amoureux cette fois-là que du coup je lui ai écrit une lettre. Ben, moi c'est l'inverse en fait, c'est parce que j'écris que du coup je m'intéresse à cette histoire. C'est parce que j'écris que je finis par tomber amoureux de cette fille. C'est parce que donc comme quelqu'un qui dirait c'est parce que je l'ai vue ou c'est parce que je l'ai entendue que du coup elle m'a intéressé. Ben moi c'est toujours parce que j'écris à propos d'un sujet que il m'intéresse ou que j'en tombe amoureux ou que je me mets à l'adorer, et ça passe toujours. L'écriture est d'abord première, elle n'est jamais un résultat, quoi. Elle est toujours la cause de quelque chose, comme une sorte de sens, quoi, et de choses qui me permet d'interroger, d'accrocher, de ramener les choses, de les voir de plus près. Et donc, quand je vois quelque chose, j'ai besoin d'essayer de le décrire, parce qu'essayer de le décrire, c'est le voir vraiment. Et si je réussis à le voir vraiment, pourrais vous dire si je l'ai trouvé belle, cette chose, ou pas. Donc, en fait, pour vous, l'écriture, c'est un mode de traduction du réel, une façon de l'appréhender? Une façon d'aller vers lui, ouais. Une façon de me dire, tiens, est-ce que… et puis surtout, oui, tout d'un coup, de le recevoir, d'aller vers lui et de le recevoir en même temps, de le tirer vers moi et moi de me déplacer vers lui, quoi. Et de me dire, du coup, est-ce que oui ou non? D'ailleurs, intéresser, par exemple, c'est un verbe assez beau, parce que ça veut dire être entre. L'écriture, elle est entre les choses et moi, et donc c'est grâce à elle que les choses deviennent intéressantes à mes yeux. Merci Guillaume. Nathalie? Alors Karine, j'ai 2 autres questions. Je ne sais pas si tu veux que je les pose maintenant ou si tu veux continuer ton déroulé et que je revienne à la fin. C'est comme non, vas-y, posez maintenant. Alors, il y a une question qui est ciblée pour Alain Blotière, qui est de Geneviève. Dans votre roman « Comment Baptiste est mort », vous racontiez l'histoire tragique d'un adolescent enlevé avec ses parents par des terroristes. Dans Azur Noir, c'est à nouveau un jeune garçon de 17 ans, Léo, qui est mis en scène. Est-ce un hasard ou est-ce que vous avez le sentiment qu'un être en construction est un héros idéal? Non, évidemment, c'est le deuxième terme de l'alternative qui est le bon. Ce n'est pas du tout, évidemment, un hasard. C'est d'ailleurs au moins le 4e roman que j'écris, dont le héros doit avoir entre 17 et 19 ans, comme ça. Non, je pense tout simplement, je
je suis extrêmement sensible au côté très aigu des perceptions qu'ont les adolescents sur le monde qui se découvrent. Voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est quelque chose qui me séduit parce que d'un point de vue romanesque, c'est quand même extrêmement riche, quoi. La découverte du monde par un adolescent, c'est quelque chose de très riche et qui permet des situations qui, avec des adultes, des vrais adultes, serait absolument impossible à raconter sans qu'on trouve ça totalement invraisemblable. Alors que là, tout est possible à cet âge. Tout est possible, tout est nouveau, tout est intéressant. Il y a une grande acuité du regard, il y a une véritable joie de la découverte, ou au contraire, de grande tristesse de la découverte de la réalité du monde. C'est plutôt un peu ce que j'écris, en fait. C'est ce versant-là. C'est le versant de la violence du monde contre l'adolescent. C'est plutôt ça. Et donc, c'est pas du tout un hasard. L'adolescence comme une sorte de ligne de faille entre différents chaos qui vont le faire basculer pour le reste de sa vie? Oui, enfin, c'était malheureusement l'état d'adulte n'est pas un chaos, c'est quelque chose de très organisé, c'est quelque chose de très formaté, c'est une espèce de soumission, en fait. Une soumission à l'ordre des choses. Alors que l'adolescence n'a pas cette soumission-là encore. Il est encore dans la découverte des choses, dans la découverte des possibles, et souvent il refuse. Ça ne dure pas, malheureusement. En général, il finit par se soumettre, évidemment, comme nous tous, nous sommes soumis. Et en ce qui concerne mon Léo, donc, qui a 17 ans, là, je me suis... Et puis, alors, il y a aussi autre chose qui est importante, c'est que je me sers de ma propre adolescence pour parler de l'adolescence en général. En particulier, Léo est vraiment, je ne dirais pas que c'est un roman autobiographique, mais Léo est très proche de ce que j'étais à 17 ans. Et d'ailleurs, les poèmes qui sont dans le livre, les 4 poèmes qui sont dans le livre, je les ai écrits à son âge. Voilà. Ça, j'avais effectivement une question sur le rapport qu'on peut avoir de personnages, du réel à la fiction et de la fiction elle-même à la fiction. Et il y a une espèce de mise en abîme entre vous, Léo, Rimbaud. Vous n'appelez jamais Arthur d'ailleurs. Léo, Rimbaud. C'est une espèce de rime. Mais oui, donc en fait, vous êtes vraiment, vous infusez vous aussi votre personnage principal. Oui, je pense que Léo, c'est un peu le garçon que j'étais. Bon, évidemment, je n'ai pas vécu la fin du monde. Il y a bien longtemps que j'avais cet âge-là, mais c'est vrai que néanmoins, j'avais un rapport au monde, une sensibilité un peu, j'étais extrêmement sensible et inquiet. Et je me réfugiais aussi dans la poésie. J'ai écrit énormément de poèmes. Et là, j'ai choisi donc, parmi tous ceux que j'ai écrits à cet âge, ceux qui me paraissaient évidemment meilleurs. Et je les fais soumettre dans le livre au plus grand des rimbaldologues d'aujourd'hui, Alain Borère, oui. Qui donne son avis sur ces poèmes, un peu comme Rimbaud les avait envoyés à Théodore de Banville, à Paul Verlaine, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Mon personnage d'aujourd'hui les envoie à Alain Borère, qui fait une analyse de ces poèmes très belle. Et voilà, donc il y a une petite part autobiographique. Très bien. Merci. Nathalie? J'ai une question pour tous les auteurs de Squirriletto. Pour vous, que signifie le prix orange du livre? Elle est bonne, celle-ci. Et je vous l'aurais posée. Alors, qui commence? On va faire le sens inverse de l'alphabet. Tiens. Guillaume.
Que dire? En fait, ce que j'aime bien avec ce genre de prix, et donc celui-là en particulier, c'est que il est justement le fruit d'une reconnaissance qui n'est pas que celle des pairs, c'est-à-dire des autres auteurs, ou alors qui sont aussi parfois des auteurs-éditeurs, en tout cas des gens de ce monde-là, souvent qui se connaissent très bien et qui sont finalement pas nombreux et qui décident entre eux de donner parfois un prix aussi à un copain. Là, c'est pas possible. Parce que quand même, il y a des libraires, il y a des lecteurs, il y a des auteurs, il y a ce moment jury, c'est-à-dire qu'il y a une discussion entre eux, et puis après il y a ce moment individuel de cette plateforme lecteur.com, là, de ce réseau social destiné à ça. Et donc, c'est vrai que ce type de prix, qui n'est pas si général, et ce prix-là en particulier, pour moi, alors c'est un peu facile de répondre De répondre en… c'est un peu facile de répondre en… en… D'accord, mais On vous a loupé. oui, en premier, cette question-là. Mais oui, en tout cas, un prix qui est celui des lecteurs, de libraires, d'auteurs. Je suis heureux que ça existe et je suis heureux que ce soit celui-là qui m'est nommé finaliste. Merci Guillaume. En sens inverse, après, c'est Florent. Ouais, moi, c'est un prix qui me tient à cœur. J'avais déjà eu la chance d'être parmi les 5 finalistes lors de mon précédent roman. Et comme l'a dit Guillaume, en fait, la diversité du jury fait que c'est forcément intéressant parce qu'on a toutes les strates de lecteurs et de professionnels du livre aussi. Et donc, c'est une reconnaissance qui est précieuse. Merci. Alors, je prends la parole. Ouais. J'abonde évidemment dans le sens de ce qui vient d'être dit. Et surtout, alors là, je me permettrai de jeter une pincée de poil à gratter, mais si ce genre de prix, comme le prix Orange, qui sont effectivement des prix de professionnels et de lecteurs, ont tellement la cote aujourd'hui et sont tellement importants pour les auteurs, ça veut peut-être dire qu'il y a un peu de méfiance vis-à-vis des grands prix plus classiques, les grands prix d'automne, etc. et qu'on est heureux de sortir de l'entre-soi. Voilà. Merci. Alain. Je surabonde. Vraiment. Je crois que j'ai rarement été aussi fier d'être sélectionné dans un prix. J'ai souvent été sélectionné dans un prix. Oui. Mais là, j'étais très, très fier, exactement pour la raison qu'a donnée Guillaume, c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à un jury d'éditeurs, disons les choses comme elles sont. Et donc, j'étais très, très heureux de cette raison parmi les finalistes et fier. Merci. Luc. Oui, je ne peux que souscrire. J'ajouterais que pour un livre qui s'appelle Le Répondeur, c'est quand même bien d'être sélectionné par un opérateur téléphonique. Voilà. Ah oui. Oui. C'est histoire d'ajouter une plaisanterie. Ça c'est un statut Facebook comme vous savez les faire, hein, parce que vous êtes sur Facebook, vous êtes très fort pour ce genre de… On va ajouter des choses sur le caméléon et la couleur orange, mais je vais m'abstenir. Oui, vous avez remarqué que mon stylo est orange. Alors, nous avons théoriquement atteint l'heure à laquelle nous sommes censés nous dire au revoir, mais nous ne nous sommes pas tout dit. Est-ce que nous sommes encore suivis, Nathalie, ou est-ce qu'on a commencé à lasser beaucoup de gens? Non, on est toujours bien suivis, personne n'a bougé, tout le monde est là, tout le monde est dans son fauteuil, on vous écoute passionnément. Personne n'a bougé. D'accord, alors on va commencer à vous poser des questions un petit peu celles qu'on avait commencé d'aborder tout à l'heure. Et là, je prends à partie Luc Blanc-Villain et Florent Oiseau. Vous avez mis, comme je disais tout à l'heure, vous avez mis en scène des personnages qui sont des personnages de saltimbanque, enfin aujourd'hui on ne dit plus comme ça, donc des intermittents du spectacle, qui, alors,
franchement, Florent, votre personnage, il a eu un rôle de cadavre, comme vous disiez, donc c'était pas voilà, il n'a pas montré, je pense, l'étendue de son talent. Mais enfin, c'est quand même son rôle principal. Et puis, Luc, Baptiste, c'est un garçon qui aimerait percer, qui n'y arrive pas tout à fait encore, on va dire. Cette histoire lui permettra peut-être. Pourquoi avez-vous choisi des personnages qui sont dans une vie un peu incertaine et qui sont finalement tous les deux assez adolescents alors que leurs âges sont différents, l'un ou l'autre? Luc, Alors, d'abord, je rejoins ce qu'a dit Alain Blotière sur la force de l'adolescence. Moi, j'écris beaucoup aussi pour les enfants et les adolescents, et c'est vrai que ce sont des héros extraordinaires, et c'est un âge dont on ne se remet jamais, et qui est, à mon avis, aux sources de la fiction. Donc déjà, sur la jeunesse du personnage, le personnage qui se construit, qui est l'entrée dans la vie, ça m'intéresse. Et puis, j'aime beaucoup les personnages qui sont un peu incertains, justement. Alors ça, vraiment, ceux qui n'ont pas de situation clairement définie, qui oscillent. Je repense au flottement, hein, dont parlait Guillaume tout à l'heure. Donc, il n'y a pas plus flottant pour moi, justement, qu'un personnage justement, personnage d'imitateur, qui n'est même pas lui-même, qui essaie de trouver sa voie. Ça me semblait symboliquement intéressant et riche. Mais c'est pas du tout, il n'y a pas un parti pris de réalisme sur les intermittents du spectacle. C'est vraiment le côté symbolique là qui m'a intéressé. D'accord, merci Luc. Florent? Un peu pareil. Moi, en fait, je suis toujours embêté quand j'ai un personnage qui s'affirme et qui va être mon personnage principal. Je suis toujours embêté avec la question du métier, le métier que va exercer ce personnage. Et donc, très souvent, comme j'ai quand même envie de parler de ce que je connais, dans mes deux précédents romans, qui sont aussi des personnages qui ne sont pas vraiment ancrés dans la vie active, je leur ai donné à peu près tous les petits boulots que j'ai faits, j'en ai fait plus de 10. Et donc, j'avais un peu épuisé mon stock. Et à la fois, l'idée de cet acteur qui ne joue pas m'amusait. Et en même temps, je ne voulais pas trop prendre de risques parce que c'est un milieu le cinéma, c'est un milieu que je ne connais pas. Et du coup, dans les activités que j'ai souvent pratiquées, il y a m'allonger et fermer les yeux. Ça, je le fais assez souvent, assez bien. Et donc, c'est imposé forcément ce seul rôle qu'il a pu avoir, donc à savoir un rôle de cadavre dans une série de l'été. Et je pense qu'il va falloir très prochainement que je retrouve un petit boulot, un petit job pour mon prochain personnage. Parce que là, j'ai épuisé toutes les ficelles. On parlait justement vous êtes un peu concerné quand même malgré tout, Florent, parce que même si votre personnage d'Alain a la quarantaine, on a quand même du mal à le voir. Enfin, il est figé dans non pas dans le formol, mais aussi dans le formol d'une adolescence un peu prolongée depuis 20 ans, avec quelque chose sur l'amour dont on reparlera sans doute. Mais je voulais rester sur la question de l'enfance, et en tout cas de l'adolescence qui a initié Alain tout à l'heure. Caroline, avec Caroline et Guillaume, Caroline, il y a dans votre livre non pas l'adolescence, encore que l'âge de Gabriel et de Marie peut correspondre à cette étape-là, mais il y a la question de l'enfant, la question de l'enfant qu'on aime ou qu'on préfère ou qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas. La question de la place de l'enfant est une vraie question très forte dans votre livre. Oui, parce qu'elle rejoint la question de l'identité. On a pas mal parlé de flottement, mais c'est ça aussi qu'on retrouve dans le roman. C'est savoir exactement de qui on est issu. Et la question dépasse le strict cas de la paternité, par exemple, du petit héros, Joséphin, pour aller même du côté de l'identité insulaire, puisqu'il y a un vide autour de cette notion juridique terrible pour ces Chagossiens déportés qui se sont trouvés apatrides en réalité très rapidement. Et cette question de l'enfance, pour moi, elle rejoint la question des racines, évidemment, et de l'ancrage. À partir du moment où on pousse sur des sables mouvants, comment faire pour avancer? Donc, je voulais vraiment travailler effectivement sur cette thématique-là
pour creuser aussi l'histoire de l'identité, qui est une de mes préoccupations, je dois l'avouer, puisque le métissage notamment qui me définit, ou qui ne me définit pas, c'est selon, est quelque chose qui est très fort en moi. Merci Caroline. Guillaume Saravout, c'est un petit garçon qui grandit, mais qui pour grandir va se placer dans un déni salvateur, le refus du réel un peu. Non ? Il le refuse pas tout à fait, mais en fait, c'est vrai que d'abord, un enfant, les gens parfois disent la guerre le rend mature, il est plus. En fait, un enfant a l'air d'être mature alors qu'il l'est pas du tout pendant la guerre parce que il est quand même le plus raisonnable. Les adultes se battent et s'entretuent pour des raisons qu'ils sont tout à fait capables de justifier. Et l'enfant dit mais pourquoi? Mais ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que c'est lui qui a raison. Et dans ce moment-là, dans ce pourquoi, et ça n'a aucun sens, il a l'air d'être mature. En fait, il reste un enfant et sa vie intérieure reste riche et son pourquoi. Ça, il nie pas trop le réel. C'est-à-dire que ouais, il s'y réfugie, mais en même temps, le réel rentre même jusque dans son corps, puisqu'il y a des balles qui rentrent dans son corps, et donc le réel vient même chercher le monde intérieur jusque là où il est, c'est-à-dire à l'intérieur du corps et dans la tête. Et puis, l'enfance, en général, dans un roman, je trouve que ça a cela de génial techniquement, c'est que quand on est un lecteur, même un lecteur très mature, quand on ouvre un roman, au moins pendant les 20-30 premières pages, on est un peu comme un enfant. On arrive dans un endroit, on connaît pas les protagonistes, on connaît pas ce paysage, ce décor, on connaît pas le rythme, on n'est pas habitué à ce flottement, justement, et donc on reçoit tout avec une sorte d'hypersensibilité qui est celle des enfants. Et donc le lecteur est un peu, au moins pendant 20-30 pages, un enfant hyper réceptif comme un enfant, lancé dans un salon où il connaît personne, il a peur, il rit très vite, il est là et il attend de voir s'il va s'ennuyer ou trouver ça génial. Et c'est vrai que du point de vue technique, du coup, dans le roman, vivre ça à hauteur d'enfant, c'est aussi dire au lecteur, tiens, on va s'étonner ensemble de ce qui se passe, on va pas tout s'expliquer parce que tout n'est pas explicable et on va avoir peur comme un enfant, on va tout recevoir à fleur de peau comme un enfant, et avec l'imagination aussi d'un enfant. Et c'est vrai que ça m'intéressait aussi pour ça, même si c'était l'histoire de quelqu'un qui avait vécu tout ça comme enfant, je la trouvais particulièrement recevable parce que justement l'enfant, le lecteur est un enfant, au moins pendant 30 pages. Un peu plus, mais il grandit avec vous, votre lecteur, vous en faites quelque chose. Justement, alors dans votre livre, je vais vous poser la dernière question. Sachez que j'ai 4 pages de questions sous mon coude, je pourrais vous les montrer d'ailleurs, mais la frustration est un exercice absolument nécessaire dans la transmission littéraire, parce que je crois que même s'il y a un qui ressortira de ces votes, vous êtes les 5 livres que le prix Orange de la Fondation Orange a déjà consacré, et il importe de vous lire tous les 5, je crois, ça c'est vraiment mon avis. Mais dans le livre de Guillaume, justement, l'univers intérieur de Saravout est composé de contes orientaux, orientaux, indiens, d'histoire aussi, comme Peter Pan, l'Iliade, l'Odyssée. Moi, j'avais envie de vous demander, et vous n'êtes pas obligés de tous me répondre, mais ce sera ma dernière question, de quoi sont faits de quoi est fait chacun votre univers littéraire ou vos références culturelles, enfin ce qui a fait de vous l'écrivain que vous êtes. Et vous n'avez pas 2 heures pour me répondre. Alors, je vous laisse prendre la parole. Je ne désigne personne. Bon, allez, je me jette à l'eau du coup. Oui. Je crée un pont avec le roman d'Alain, puisque en ce qui me concerne, la poésie et particulièrement Rimbaud ont été déterminants dans mon parcours. Je reviens toujours à Mauvais sang. Moi, c'est Une saison en enfer. Je reviens toujours à ce poème, à Mauvais sang, qui peut-être d'ailleurs parle à sa façon aussi d'identité. Mais c'est une œuvre de référence pour moi qui continue à irriguer mes veines et mon écriture. Merci Caroline. D'autres ont envie de répondre à cette question?
Me laissez pas toute seule avec ma question. C'est une question difficile, c'est une question très très difficile. Mais puisqu'on vient de parler de Rimbaud, je prends la parole pour dire que c'est très difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai écrit tout petit aussi. Je pense que c'est lui qui nous avait dit qu'il avait commencé à écrire à l'âge de 5 ans. Moi, je crois que mon premier roman, je l'ai écrit pas beaucoup plus tard. Enfin, j'ai commencé à écrire un roman que je n'ai jamais fini à peu près à cet âge-là aussi. Et pourquoi, voilà, la question est de savoir pourquoi je me suis mis à écrire. Bon, c'est vrai qu'à de mon temps, parce que je crois que je suis largement le doyen ici ce soir, il n'y avait rien d'autre à faire que de lire quand on rentrait de l'école. Et donc, j'ai énormément lu quand j'étais tout petit. Et je pense que ce sont ces lectures qui m'ont entraîné à l'écriture. Je voulais imiter les romans que je lisais. Et par exemple, j'aimais beaucoup, alors des auteurs, je ne sais même pas si aujourd'hui on sait qu'ils existent, qu'ils ont existé, comme Hector Malot, par exemple, Sans famille. Pour moi, ça a été un grand choc. Et puis, donc, il y a le choc des lectures d'enfance, et ensuite, il y a le choc des lectures d'adolescence. Alors là, comme Caroline, évidemment, Rimbaud, bien entendu, et puis d'autres auteurs qui ont beaucoup compté pour moi, qui ne sont malheureusement pas assez connus, je trouve, des grands auteurs du XXe siècle, comme Michel Léris, comme François Augiéras, comme Georges Limbourg, des grands écrivains du XXe siècle dont on parle très peu, hélas, et qui ont énormément compté aussi dans ma formation d'écrivain. Merci, Alain. Merci. Guillaume, peut-être? Votre royaume intérieur? Du coup, moi, c'est un peu l'inverse. C'est que ceux qui ont d'abord lu. En fait, moi, quand j'étais enfant, donc à peu près au moment où j'apprenais à lire, j'ai toujours eu un rapport au monde physique et matériel qui m'entourait très fort, et donc je touchais, je sais pas, l'écorce des arbres, le sol, je grattais, les choses mouillées, et aujourd'hui, voilà, les corps, la pierre, les rochers et tout, et du coup, je suis allé chercher dans les livres un moyen de saisir ça, de le stocker. Et donc des mots, des formules, un moyen de récupérer quelque chose de très très matériel, quoi, qui était une sensation physique chez moi très forte, et donc que j'avais besoin. Donc c'est pas les livres qui m'ont mené vers l'écriture, c'est parce que j'avais besoin d'écrire pour saisir le monde que du coup je suis allé chercher dans les livres le matos, quoi. Et donc voilà, évidemment, après moi je suis très attaché à ceux qui doutent, et dans lequel il y a une sorte de porte quand même ouverte vers le ciel, ce qui à mon avis manque dans beaucoup d'écrits qui sont trop séculiers. Moi j'aime bien quand les choses matérielles ont un sens, et que ce sens-là est une question ouverte vers quelque chose qui serait plus que simplement nous, notre tête, notre cœur. Et si je devais citer un auteur, moi, peu connu du XXe siècle, c'est le moment de faire la pub aussi de ceux qui... moi, je suis un fan de Paul Gaden, chez qui, justement, chaque description, chaque décor, chaque fenêtre ouverte, chaque tremblement etc., a un sens ou un sens possible, et qui, du coup, pour moi, est un immense auteur que j'ai énormément lu et qui, parfois, est un peu oublié. Il est mort assez jeune, mais Paul Gaden, voilà, ça fait la pub de Paul Gaden. Luc? Bonne idée. Oui, c'est vraiment intéressant. Alors, je pense pas qu'il y ait de solution de continuité entre la matérialité du monde et l'écriture. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a aussi un contact très physique avec le monde, et ce contact, il a besoin aussi d'être médiatisé par les mots. Enfin, pour moi, il n'y a pas de coupure du tout entre les deux, même si effectivement l'écriture ou la lecture sont une façon de trouver du sens. Et moi, pour répondre à votre question, mais qui est impossible, je pense que j'ai un univers vraiment très très éclectique qui va du roman à la bande dessinée, en passant par la chanson, le cinéma. Je crois que c'est toutes les formes d'expression, toutes les façons de dire le monde me passionnent vraiment. Et la poésie notamment. Moi, j'aurais parlé de Michaud, par exemple, que je lis tout le temps quand j'écris des romans, parce que c'est un poète, pour moi, un poète romancier aussi, bien qu'il n'ait jamais voulu écrire de romans. Enfin bon, on pourrait en parler très longtemps là. Et on ne peut pas, mais on adorerait vous écouter en parler, Luc. Florent, ma question est-elle vraiment impossible? Non, moi, ce qui m'intéresse, je vais faire court, mais c'est le quotidien.
Ce sont les héros du quotidien, les petits destins. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de mettre sous le feu des projecteurs. Les miens sont modestes, mais des personnages qui, en apparence, n'avaient rien à faire là. Et j'aime leur donner une forme de postérité. Et pour moi, l'écrivain qui le fait le mieux, et pareil, selon moi, assez injustement, dont on ne parle pas beaucoup, c'est Franz Bartelt, qui est pour moi le plus grand en France actuellement. Merci Florent. Comme j'ai vu sur les commentaires de nos participants, le choix va être extrêmement difficile pour les internautes lecteurs. Vous êtes tous les 5 absolument remarquables, et comme vos livres, qui sont tous les 5 très différents et d'un niveau de qualité et de bonheur de lecture, chacun dans son genre, extrêmement riche et gourmand. Donc, je n'aimerais pas, moi j'ai un droit de réserve, ouf, mais je crois que l'affaire sera effectivement très difficile à trancher. Vous êtes de toute façon déjà les 5 sélectionnés de la rentrée, en fait, pour ce prix Orange de la Fondation Orange. Les votes sont possibles jusqu'à demain soir, le 2 juillet, minuit, et pas au-delà. Donc, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Je vais remercier Françoise Fernandez et toutes les équipes d'Orange. Françoise qu'on n'a pas vue, et si on avait eu cette rencontre en réel, elle aurait été là parmi nous, qui cornaque ce prix avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion également, ainsi que les équipes d'Orange. Merci aussi à Jean-Christophe Ruffin, qui est un président, je crois, assez merveilleux, d'après les échos qui me viennent des délibérations, et qui prend son travail très à cœur et qui est un grand écrivain. Donc, ça place la barre très haut, et ses validations sont évidemment d'une qualité exceptionnelle. Et puis, je veux aussi remercier Frédéric de Gelt et Nathalie Couder, qui nous ont donné un endroit où aller pour présenter cette sélection cette année d'une façon finalement assez séduisante, je trouve. Enfin, chacun dira ce qu'il en pensera, et je vous remercie tous vraiment de votre présence, de votre générosité, pour votre talent également, et je vais redonner la parole à Nathalie. Merci Karine. Moi, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Moi, je suis ravie qu'il y ait au moins une femme dans cette sélection, parce que la parité n'est pas très respectée, mais moi, je suis ravie qu'il y ait au moins une femme. Merci. En tout cas, je vais faire… Oui, enfin, un roman reste un roman. Hein. Un roman n'a pas de sexe. J'ai fait… Voilà. Il y a débat. Là-dessus, il y a débat. En tout cas, merci à tous les auteurs qui ont été là ce soir avec nous pour parler de vos romans. Je vais faire mon libraire de base. Pour ceux qui n'ont pas lu tous ces romans, je vous conseille d'aller en librairie. Ils sont sur les tables de librairie. Ils sont formidables. Il faut tous les lire. Voilà, il y en a 5, c'est pas beaucoup, 5, il faut y aller. Demain, on se retrouve à 19h, on va changer d'univers, on a rendez-vous avec des héroïnes. C'est le rendez-vous Héroïne Pocket avec Serena Giuliano et Laurence Perrin. En tout cas, moi, Karine, je te remercie beaucoup d'avoir été la chef d'orchestre parfait de cette soirée. Je remercie aussi la Fondation Orange de nous avoir fait confiance pour cette soirée. Je vous remercie et… on croise les doigts, et à nos amis lecteurs et participants, votez bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.